c'est un point important de cette patrouille évidemment. Et puis c'est surtout un point super pour les patrouilleurs parce qu'après il reste plus que la descente pour vous rejoindre à Verbier. Il y a en ce moment même une patrouille qui arrive derrière nous. Donc nous on se tient prêt, on est surtout content que ça ait enfin lieu et on se réjouit de recueillir quelques réactions des patrouilleurs ici pour vous. Merci beaucoup, merci Robin, on reviendra vers vous évidemment et puis vers le reste de notre dispositif installé, que ce soit à Verbier, que ce soit en altitude. Marius Rebir, avant de vous laisser partir, profiter, de serrer des mains, de parler ski alpinisme et de faire un petit peu le tour ici à Verbier, je voulais juste insister sur ce qu'on vous entend souvent dire dans les interviews. Il y a bien sûr l'incroyable défi sportif de cette patrouille des glaciers, mais c'est avant tout un état d'esprit et j'aimerais vous entendre là-dessus parce que je crois que c'est vous qui en parlez le mieux. Oui, un état d'esprit, effectivement. On ne peut pas parler de patrouille des glaciers sans parler de la cordée. Et pour moi, dans la patrouille des glaciers, ce qui compte plus que la course, parce que la course, on connaît, elle est géniale, elle est extraordinaire, mais ce sont toutes ces heures d'entraînement, patrouille de 3, en cordée, de nuit. Je peux vous dire que ce n'est pas évident. La solidarité, l'amitié, la connaissance de la montagne. Et ça, pour moi, c'est capital et c'est fondamental. Hein. C'est unique au monde hein, qu'on parte de nuit en cordée et skier en descente en cordée. Élodie, je ne sais pas si vous avez souvent fait, mais jamais. Je peux vous dire que ce n'est pas si évident que ça. Hein. Je vous promets que je vais essayer de me mettre à une initiation, mais c'est vrai que pour l'heure, j'ai jamais expérimenté ça. On va recevoir plein de monde sur ce plateau qui sont des experts en la matière. Merci en tout cas 1000 fois, Marius Rebir, d'être venu jusqu'à nous sur ce plateau. C'est toujours une joie d'écouter vos anecdotes savoureuses. Et votre journée n'est pas terminée, Marius, parce que vous descendez au Chable au combat de rêve, On ne peut rien vous cacher. Ouais. On est journaliste, on fait notre travail d'investigation. Le service de renseignement marche aussi bien qu'à l'armée. On a nos taupes. Effectivement, une de mes passions, c'est je reste ici jusqu'au moment où les patrouilleurs vont arriver, midi et demi, 1 heure. Et puis après, je vais, deuxième passion, je vais au combat de Rennes au Chable. Effectivement. Et surtout, merci pour ce que vous avez fait durant toutes ces années pour le sport valaisan, le sport roman. Là, je l'entends un peu ma casquette de journaliste et je vous remercie en tant que roman, en tant que sportif. Je crois que c'est un exemple pour des générations et des générations. En tout cas, merci d'être passé par notre plateau, Marius Rebir. Belle suite à vous. Merci beaucoup, merci très belle journée. Merci. Et puis, prenez beaucoup de plaisir. Le maître mot, c'est plaisir. C'est le plaisir. Et passion. Quand vous avez ces deux mots-là, vous n'avez tout gagné. Aucun problème. Et je vois que vous avez du plaisir à faire cette émission et vous êtes des passionnés. Donc, l'exercice ne peut être que réussi. Et on espère que nos téléspectateurs eux aussi ont du plaisir à nous suivre aujourd'hui. En tout cas, merci d'être avec nous sur les 3 chaînes. Hein. On a dit dispositif spécial qui unissent aujourd'hui leurs forces pour vous faire vivre cette patrouille des glaciers, cette 4e course qui finalement a pu se tenir. Un dispositif, on l'a dit, particulier. On va aller voir Jessica Renaud qui, elle, est à Verbier également. Verbier où, Jessica, on le disait précédemment, il devrait y avoir aujourd'hui plus de public pour accueillir les patrouilleuses et les patrouilleurs dans la mesure où l'armée a déconseillé d'aller sur le tracé aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour Élodie, cette fois vous m'entendez, c'est tout bon? Absolument, c'est parfait. C'est magnifique. Alors effectivement, la station de Verbier est en train de se réveiller, le public commence à arriver. Il faut dire aussi qu'il y aura un peu moins de monde puisque la Z2 n'est pas partie ce matin, donc la plupart des patrouilleurs et des patrouilleuses qui devaient partir de Zermatt sont rentrés chez eux. Mais ce matin, il y avait quand même 422 équipes au départ d'Arolla, donc c'est plus de 1200 personnes qui vont bientôt passer la ligne d'arrivée. Et puis vous l'avez dit, cette année, l'armée a déconseillé aux familles et aux proches qui avaient l'habitude de ravitailler ou d'encourager les coureurs et les coureuses sur le parcours. Eh bien, ils leur ont déconseillé d'y aller à cause des conditions météo et bien sûr de la sécurité. Mais moi, ici à Verbier, je vais aussi en profiter pour parler de l'impact touristique pour la station. On va aussi parler du live stream qui a été mis en place et qui permet de suivre les coureurs jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude, ce qui est une première. Et puis, bien sûr, je serai aux côtés des familles, des parents qui sont là pour accueillir les patrouilleurs et les patrouilleuses. C'est donc tout un programme qui nous attend durant ces 3 heures d'émission. Merci Jessica. Allez, de Verbier, on tente une nouvelle connexion avec vous, Florent May, au sommet de la Rosa Blanche. Bonjour Alain, bonjour Élodie, bonjour à tous. On est en direct de la Rosa Blanche avec des conditions de guerrier ici à la sortie du couloir.
Il fait -15 avec un ressenti presque à -20 avec le vent qui souffle. Parfois ici au sommet du couloir, ce couloir de la Rosa Blanche, où il y a plus de 1300 marches qui ont été creusées par les militaires. On travaille encore actuellement dans le couloir. Et vous l'avez dit Jessica tout à l'heure, on a déconseillé au public de venir ravitailler ici les différentes patrouilles au départ d'Arola. Mais il y a quand même quelques courageux qui, comme nous, ont fait le déplacement du couloir de la Rosa Blanche avec voilà, l'attente, quelques patrouilles qui sont déjà passées ici du côté de Rosa Blanche. Et puis vous voyez, il y a les sourires avec des gens qui attendent sûrement des amis. Voilà, vous êtes venus tôt ce matin depuis Verbier. Comment ça s'est passé cette montée? Bien, c'était plus dur que je pensais. D'habitude on a fait dans l'autre sens, mais ça monte quand même. Et puis vous avez prévu, en tout cas moi j'ai prévu les chaufferets, les pieds dans les gants. Ouais. Pareil, il faut bien s'équiper. Deuxième veste, ouais, faut s'équiper là, il fait vraiment froid là. Et les amis que vous attendez, plusieurs patrouilles, que vous attendez, cette course à deux qui a pu partir. Voilà. Vous attendez beaucoup d'amis? Non, parce que nos amis en fait ils n'ont pas pu partir. On est quand même montés, mais ils partaient tous de Zermatt. Du coup, on est monté voir les autres. Parce que la patrouille des glaciers, c'est des amis, tout le monde est ami sur une patrouille des glaciers. Ouais. Voilà, en direct de la Rosa Blanche. On est content déjà d'avoir de la liaison. C'était très compliqué pour nous d'accéder au poste en hélicoptère ce matin, avec des conditions qui personnellement, je n'ai jamais connu ça ici à la sortie du couloir de la Rosa Blanche. Et puis on espère pouvoir vous faire vivre encore des moments ici à la sortie du couloir. Vous montrer aussi le dispositif. On verra tout à l'heure aussi, on va aller voir le chef du poste au niveau des guides, Jean-Vincent Lang. Voilà, à vous Verbier. Merci beaucoup Florent. Ouais, vous êtes vraiment courageux. Et puis celles et ceux qui sont quand même montés pour aller encourager les patrouilleuses et les patrouilleurs sont vraiment courageux. Daniel, Déborah, on a dit généralement ce sont les proches, les familles, les amis qui ravitaillent les patrouilles sur le trajet. Comment est-ce qu'on s'organise dans des conditions comme celle-ci? Il faut partir plus chargé? Moi, je me souviens, j'avais pris la tente une fois. J'avais fait la nuitée à Rosa Blanche avec mon papa pour aller encourager mon frère. C'était un... Quand vous étiez enfant? Oui, alors voilà, exactement. C'est là que vous êtes tombé dans la marmite? Non, alors là, j'avais vraiment froid, mais c'était super sympa. C'est une expérience en tant que telle. On arrive en haut, normalement, il y a une foule de monde et c'est super encourageant. Donc, il faut vivre le moment et c'est quelque chose qui est assez précieux. C'est vrai que là, des conditions comme celle-ci, c'est assez rare. Daniel, s'agissant du ravitaillement pour les coureurs et les coureuses, il faut qu'ils partent plus chargés, du coup, s'il n'y a pas tout ce monde au bord de la route pour leur tendre ce dont ils ont besoin? Oui, ça pourrait poser problème. Alors maintenant, sur une petite patrouille, il y a les postes de ravitaillement officiels. Il y en a à la Barma, sauf erreur. Donc je pense que pour les meilleurs et pour la grande majorité, ils vont de toute façon emmener quelque chose avec eux. Mais après, un poste de ravitaillement sur 5-6 heures de course, ça suffit quand même. Merci beaucoup à tous les deux. On va marquer une courte pause sur nos antennes respectives avant de recevoir les Yannick élites, Ecker, Aurélien Gay, Werner Marty. On vous tout les avait promis, ils sont simplement. arrivés. Voilà, l'équipe suisse 1 et puis un ancien vainqueur de la patrouille des glaciers. C'est dans quelques instants. Ne touchez à rien, on revient.
Il est 8h24, nous sommes en direct dans notre émission spéciale consacrée à la patrouille des glaciers avec une seule course qui a pu prendre le départ de cette 24e édition ici, plateau à Verbier, dispositif spécial. Merci d'être avec nous, que ce soit sur Blue Sport, sur la RTS, sur Canal 9. Alain Rohrbach, nos invités, je vous laisse les présenter. Merci d'être avec nous. Oui, avec des favoris qui vont nous parler de leur état d'âme avec Werner Marty, vainqueur en 2022, Yannick Ecker, membre du team suisse comme entraîneur, organisateur du championnat du monde à Morgin, région d'Anjou-Midi l'année prochaine. On va en parler aussi avec vous. Vainqueur en 2010, je viens de le dire. Et puis Aurélien Guay qui faisait partie de ce team 1. C'est un peu le régional de l'étape. Bonjour messieurs, je vous laisse prendre vos micros. Aurélien, vous êtes, je l'ai dit, d'ici. La patrouille des glaciers pour un skieur alpiniste, c'est le Graal. Pour un valaisan, encore plus. Pour un bagnard, j'imagine, encore en dessus. Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin? Ouais, alors c'est clair qu'il y a un peu de déception, mais au final, voilà, ça reste la montagne. La décision, elle est prise pour tout le monde. Et puis, voilà, il faut juste accepter. Et puis voilà. Werner Marty, pardon Alain, oui, faites seulement. Vous l'avez dit Alain, vous avez remporté la dernière édition à côté de Rémi Bonnet, de Martin Antamaten. Après l'annonce, c'était vendredi soir, de l'annulation de votre course pour laquelle vous vous prépariez, on imagine l'immense déception. Qu'est-ce que vous avez fait? Soyez honnête. Parce que c'était quand même finalement un petit peu la fête à Zermatt pour soulager cette déception. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos coéquipiers? Ça reste un petit peu à Zermatt, mais c'est sûr que quand c'était un peu la fin de saison et puis on avait quand même une bonne préparation, on était déçus, mais après en même temps on voulait fêter un peu tout ce qu'on a préparé ensemble et puis du coup on est quand même sorti boire un verre. Ouais. Ça reste à Zermatt, mais on nous a quand même glissé que là il n'y avait plus trop de compétition entre les élites italiens, français et suisses. Ça s'est plutôt bien passé, je crois. Oui, je crois que ça s'est assez bien passé. Ouais. Bon, c'est aussi un peu c'est aussi magique dans notre sport que une fois que la compétition est finie, il y a vraiment une bonne ambiance, que ce soit contre Suisse ou aussi contre toutes les nations. Ouais. On découvre les images de votre préparation qui a été vraiment intense. Aurélien Marty, pour vous, la pression peut-être de rejoindre Suisse Team 1, les tenants du titre avec Rémi Bonnet, avec Werner Marty, ça aurait été votre deuxième participation à la grande PDG. Il y avait quelque chose sur vos épaules avant ce départ dans le cadre de cette préparation? Ouais, alors c'est clair qu'il y avait quand même pas mal de pression. Après, j'étais sûr que les deux collègues étaient là pour m'aider au cas où. Et c'est comme deux grands frères pour moi. Je sais que si d'un coup j'étais pas bien, ils étaient là pour m'aider. Mais voilà, le sort on a décidé autrement. Et puis ce sera pour la prochaine. Je pense qu'il y a même d'anciens coureurs, Yannick Ecker, je pense que on est là aussi, Werner, c'est confirmé, pour épauler les jeunes. Comment on se sent justement quand on est promu comme ça dans le Suisse 1 et qu'on est avec deux différents états d'esprit, de pression on peut se sentir? Alors je pense que la pression elle est là pour tout le monde, mais la patrouille des glaciers ça aide à libérer cette pression, ça libère les forces aussi supplémentaires et c'est ce qui fait qu'Aurélien il avait un peu de pression, mais il va très jour, je suis sûr. Daniel Ediger, la team suisse était vraiment en très grande forme, ils avaient clairement les moyens de défendre leur couronne cette saison. Clairement, ouais. On l'a vu sur les dernières Coupes du Monde, ils ont fait un triplé, 1, 2 et 3 avec Bonnet, avec Werner et Aurélien. Donc je pense que leur préparation était au top. Ils ont fait l'impasse, c'est peut-être à eux aussi de le dire, mais sur quelques courses très, très dures, très, très engageantes dans la saison pour faire des blocs d'entraînement. Voilà, donc la préparation était au top. Sur cette course-là, on a l'habitude aussi, les Suisses, d'avoir quand même un petit avantage, c'est celui du terrain, avec un encadrement qui est vraiment à la perfection. La préparation, enfin tout était au top et je suis persuadé que voilà, pour Aurélien, dans le cadre d'une équipe aussi expérimentée, ça aurait été une grande aide et je pense que ça aurait très très bien fonctionné. Déborah, situation un peu particulière, on en profite sur ce plateau. Vous êtes Werner et vous en couple dans la vie, on l'a dit. Vous étiez cette année en année sabbatique. Vous avez vécu comment cette préparation, cette montée en stress, mais en dehors des skis, en dehors de la compétition?
Je l'ai vécu du point de vue d'une spectatrice, mais aussi d'une supportrice. Donc c'est vrai que chaque bon résultat qu'il fait, c'est aussi une satisfaction pour moi, parce que c'est un travail d'équipe finalement, entre les enfants, la vie familiale, etc. Dégager des horaires pour qu'ils puissent s'entraîner l'un l'autre, et puis aussi le après, pour moi revenir au plus haut niveau. Donc c'était émouvant, et puis c'est dommage que ça s'arrête si tôt. Aurélien, je suis plutôt dans le monde du foot, même si je connais un peu le ski alpinisme. Tactiquement, on sait qu'il y a des analyses vidéo pour espionner ou essayer de comprendre comment évoluent les adversaires dans le foot ou le hockey. Dans le ski alpinisme, les Français, les Italiens, comment on se jauge, comment on peut essayer d'ébaucher des stratégies de course? Alors là, c'est clair que c'est une patrouille, on va pas trop regarder les autres équipes, on va d'abord se concentrer sur la nôtre, vraiment faire une stratégie, une stratégie qui est au point pour tout le monde et faire tirer le maximum de nos forces et faiblesses de chacun, quoi. C'était une saison, messieurs, qui était principalement dédiée au court format. Comment est-ce qu'on se remet en mode longue course et patrouille des glaciers précisément, Werner? Oui, c'est clair, par rapport au Coupe du Monde, ça change quand même pas mal, mais après, il y a quand même toute une préparation. Les heures sont faites durant l'année, même si c'est pour une course de 1h30 ou 6 heures. Les heures ne se font pas les 2 semaines avant la course. Du coup, la préparation ne change pas tout à fait. C'est juste les derniers détails à régler un peu les dernières semaines. Ouais. Ouais, j'imagine, Alain, pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, peut-être Daniel, n'importe qui peut pas décider dans 2 ans, je vais me lancer sur la patrouille des glaciers. Comme ça, il y a quand même quelques prérequis. Alors, il y a des prérequis, évidemment, ça passe déjà par une approche de l'effort, de cette envie de sport d'endurance. Mais en 2 ans, je pense qu'on arrive à se profiler, à se préparer, en tout cas pour participer dans cette masse de personnes, de patrouilleurs qui constituent les populaires. Les populaires, voilà, qui constituent tout ce qui crée cette course si mythique et qui donne un cadre exceptionnel à ce genre de compétition. C'est une compétition où justement les plus modestes côtoient les meilleurs, les champions du monde. C'est un événement qui est quand même exceptionnel aussi par rapport à cet aspect. C'est très très rare de pouvoir côtoyer comme ça une élite en étant un simple populaire. Et je pense que tout le monde apprécie énormément de côtoyer en course et de s'identifier un tout petit peu aux champions. Et des images toujours en direct. On a vu le col de la Chaux. Là, on arrive au pied de Médran. Vous voyez qu'il y a des conditions qui ne permettent pas forcément d'arriver jusqu'à Médran. Juste Yannick, pour les non-initiés, on parle beaucoup il faut avaler des dénivelés, pour préparer une patrouille des glaciers. Est-ce que vous pouvez nous donner 2 réponses, à savoir, quand on est des Formule 1 comme nos invités, comme vous l'avez été, combien de dénivelés vous avalez pour pouvoir faire une patrouille des glaciers en 6 heures, et des non-initiés pour pouvoir la faire dans des conditions, on va dire, acceptables et rallier la ligne d'arrivée? Alors pour ma part, j'ai jamais aimé parler de dénivelé, parce que si on s'entraîne sur les pistes ici, à faire Carrefour Atlas, ou bien si on s'entraîne en montagne, en faisant des conversions et tout, le rythme, les mètres-heures ne sont pas les mêmes. Toujours parler plutôt en heures, et les meilleurs s'entraînent entre 600 et 1000 heures par année. Mais déjà avec 150 heures, s'ils sont bien investis avec des travails en intensif, des courses de préparation, c'est déjà pas mal. Yannick, je vous interromps pour celles et ceux qui nous regardent qui ne sont pas initiés. Est-ce qu'on peut définir les conversions, s'il vous plaît? Alors les conversions, c'est des virages qu'on fait en montée. C'est quand la pente est trop raide, on n'arrive plus à monter dans la ligne de pente. On est obligé de faire des virages. C'est la même chose qu'on fait des conversions en ski alpin à la descente, éventuellement pour descendre quand on est en hors-piste. C'est le même principe, sauf que là on les fait en montée. Autrement dit, on lève les genoux pour tourner les skis. On fait des aides dans la d'imager un petit peu. Et en image, avec des images magnifiques. Tout à l'heure, la Rosa Blanche. Là, on est dans la montée du col de la Chaux avec nos équipes de dronistes. On a toujours Florent May, Robin Torrent qui sont sur les hauteurs. Messieurs, je vous abandonne un tout petit coup en plateau parce qu'on a Jessica aussi qui est sur le dispositif à Verbier. On me signale qu'elle est avec un invité, Jessica. Oui, tout à fait. Je suis avec Simon Viguet, qui est le responsable, le directeur de l'Office du tourisme de Verbier. Alors, cette patrouille des glaciers, quel est l'impact pour la station de Verbier?
Alors pour nous, c'est un énorme impact au niveau de l'animation. Alors malheureusement, aujourd'hui, l'animation est un petit peu biaisée par les reports, par les annulations et cette météo qui est aussi froide. Donc ça incite pas forcément les gens à venir en station. Et puis c'est aussi une très belle vitrine pour nous au niveau médiatique puisque ça parle beaucoup de Verbier en fin de saison d'hiver. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif depuis de nombreuses années. Vous avez parlé justement d'annulation, de report. Quel est aussi l'impact logistique pour la station, pour les hôtels qui avaient prévu de fermer, etc. Alors, c'est jamais simple, évidemment, mais ça fait partie du jeu. On est dans l'organisation de multiples événements qui sont impactés par les conditions météorologiques. Donc, c'est quelque chose auquel les prestataires touristiques sont habitués. C'est jamais simple, mais on fait avec. Et puis c'est vrai que Verbier est surtout connu, est bien connu pour le freeride. Là, cette patrouille des glaciers, ça place aussi Verbier sur la carte du ski alpinisme. Alors oui, et ce depuis de nombreuses années, puisque la patrouille des glaciers fête quand même son 40e anniversaire. Et puis on a quand même une offre de ski alpinisme qui est assez marquée, peut-être moins sur Verbier, mais beaucoup sur le reste du Val-de-Bagne, avec notamment les différents tracés qui existent sur le reste du Val-de-Bagne. On a d'ailleurs accueilli une Coupe du Monde, une manche de Coupe du Monde de ski alpinisme il y a 2 ans. Donc c'est quelque chose qui est bien développé sur nous. On a aussi l'intégrale du Rogneux, donc on a des courses de ski alpinisme, mais qui sont plutôt du côté de Bruzon et du reste du Val-de-Bagne, parce que c'est vrai que le côté Verbier est très occupé par les pistes de ski. Cette patrouille des glaciers, ça marque quand même la fin de la saison de ski pour Verbier, normalement? Oui, alors normalement, effectivement, c'est la fin de la saison de ski. Cette année, ça avait été avancé d'1 semaine, puisque normalement, c'est plutôt fin avril. Étant donné que Pâques était très tôt cette année, ça a été décidé de le faire à cette date-là, ce qui correspond aussi aux attentes du public, puisque les gens veulent arrêter de skier de plus en plus vite. On voit le week-end dernier, il faisait presque 30 degrés en pleine, donc ça ne motive pas forcément les gens à venir skier. Mais là, avec cette neige, finalement, on aurait pu continuer sans autre encore pendant quelques temps. Donc là, vous allez commencer à préparer la saison d'été. Simon Viguette, merci d'avoir été avec nous ce matin. Puis là, le public commence à arriver, donc il y aura de l'ambiance. Merci beaucoup. Merci à vous, avec plaisir. Au revoir. Merci Jessica, avec des images en direct au pied de Médran avec une patrouille qui s'apprête à fouler la ligne d'arrivée ici à Verbier. Un mot sur quand même une des seules têtes d'affiche qu'on connaît en Suisse romande, Caroline Ulrich, qui vient de passer la Barma avec son équipe. Le 6e temps scratch. Toutes catégories confondues. Yannick, clairement, on a beaucoup parlé sur ce plateau avec les hommes, mais c'est vrai que chez les filles, au niveau suisse, pour l'instant, on a, on va dire, un peu moins de tête d'affiche. On ose le formuler ainsi. Alors, je ne sais pas si on peut le formuler ainsi, parce que Caroline, elle est vraiment forte. Marianne, elle gagne tous les sprints. Après, c'est des formats qui lui conviennent un petit peu moins. On a Déborah qui est aussi aujourd'hui avec nous ici, qui est en maternité. Elle a une année sabbatique, mais elle aime bien aussi les courses longue distance, ça marche bien. Après, c'était un peu une année comme ça, mais on a quand même du beau monde qui arrive aussi avec Tibet Design et puis Alessandra Schmidt qui arrive. C'est des futures bonnes championnes aussi pour des longues distances. Déborah, vous sentez cette émulsion, voilà, la démocratisation de ce sport, vous sentez qu'il y a un engouement et que ça se construit vraiment pour former une équipe homogène et nombreuse? Je pense que c'est par vague. Il y a des années où il y a beaucoup de jeunes qui viennent, des générations où il y a des jeunes très forts, il y a une autre génération qui est un peu moins forte. C'est vraiment des vagues, ça des va-et-vient. Mais je pense que ça se démocratise du point de vue qu'il y a beaucoup de centres régionaux, des centres régionaux dans le canton de Fribourg, dans le canton du Valais. Et puis ça pousse aussi les jeunes à s'inscrire à ces clubs et puis ça pousse dans ces disciplines. Oui, c'est vrai, Yannick Ecker, le centre de performance, notamment de Bulle, d'où viennent Rémi Bonnet, les frères Bussard. On a l'impression qu'il y a un terreau particulièrement fertile chez les Fribourgeois, chez les Gruériens. Est-ce que ça s'explique d'une manière pourquoi les Fribourgeois performent tant que ça dans le ski alpinisme? Alors je pense que ça vient avec les personnes qu'il y a eu avant. On voit, il y a eu Didier Moret qui a gagné la patrouille des glaciers en 2008. Et 15 ans après, il y a les Bussards, il y a Rémi Bonnet qui gagne encore la patrouille. 14 ans après, Rémi Bonnet a gagné la patrouille. Et je pense que dans le canton de Fribourg, il y a toujours eu un peu ce côté sportif. Que ce soit dans tous les sports, que ce soit en vélo, en course à pied. C'est surtout la Gruyère, c'est une région très sportive et ça explique aussi ça. Mais après, en Valais, on a toujours eu aussi beaucoup de monde qui aime le ski alpinisme. C'est vrai, mais on a plus vite fait peut-être sur le canton de Fribourg de mettre des baskets, de mettre des skis et de faire du dénivelé. On a moins besoin de monter dans les stations. Alors je pense qu'en Valais, on monte encore moins dans les stations, on y est dans les stations.
si on y vit effectivement. Voilà. Si on est dans la vallée, c'est autre chose. Attention, Attention. Un sujet qui va pas mettre tout le monde d'accord sur ce plateau, c'est l'avènement aux Jeux Olympiques de votre sport, mesdames, messieurs. Je vais me permettre de faire un tour d'horizon en commençant par les principaux concernés. Vous trustez le haut niveau élite. Werner, par contre, les JO pour vous, c'est une publicité, mais c'est difficile d'y postuler vu la catégorie, vu la course qui a été retenue. Ouais, c'est clair, pour moi personnellement, c'est pas, moi c'est un peu mon passé, la Coupe du Monde, du coup pour moi ça me concerne pas tout à fait. Mais c'est clair pour les jeunes comme Aurélien ou même des autres qui adorent les grandes courses et puis les courses un peu plus longues, c'est clair, c'est un peu décevant. Et puis de l'autre côté aussi, il y a toujours un peu le côté positif et négatif. Allez, on va planter le décor. J'ai peut-être oublié de commencer par ça. J'allais vous demander quel est le format du ski alpinisme Alors déjà, les aux JO Jeux Olympiques, parce que 2026. qu'est-ce qui est à Cortina, à Milan Cortina, un nouveau sport additionnel pour l'instant, mais qu'est-ce qui est télévisuel, j'ai envie de dire, en ski alpinisme, parce qu'il y a une patrouille des glaciers, c'est pas... Il y a 3 catégories, on va dire, comment en ski alpinisme. Il y a le super G, la descente, le slalom, on connaît tout ça. En ski alpinisme, vous avez la verticale, c'est une montée sèche, vous avez le sprint, qui mélange un peu tout avec les changements techniques. Puis vous avez ce qui fait l'essence même de ce sport, hein, Daniel, la course individuelle. Là, on a retenu le sprint. On a un minimum de places qui ont été attribuées. Ça semble, dans un premier temps, du marketing. Je pose d'abord la question aux consultants, on va parler avec les techniciens et les spécialistes. Oui, probablement que ces deux aspects, donc l'impact de la course sur sa réalisation et sur sa transmission au niveau TV, et le fait d'avoir un certain nombre de places très limitées pour accueillir un nouveau sport aux Jeux Olympiques, ont décidé, les organisations partenaires, le CIO et je pense la Fédération internationale de ski d'alpinisme, de sur ce format. Alors évidemment, pour les puristes, bien aussi, c'est un petit peu décevant parce que pour moi, le ski alpinisme reste les grandes épreuves avec les montagnes. Et c'est pas tout à fait le format qui sera présenté. Alors qu'on a une patrouille, on va essayer de visualiser leur numéro de dossard. Elodie, si vous avez une meilleure vue que moi. Yannick, c'est un premier pas, on va dire. C'est une ouverture à saisir malgré les concessions que vous avez dû faire, vous les puristes. Alors oui, c'est clair, c'est clairement ça. C'est juste une vitrine. C'est une vitrine pour peut-être plus tard amener les courses individuelles aussi aux Jeux Olympiques. Après, c'est clair que les courses individuelles qui vont arriver aux Jeux, ce sera des courses individuelles qui seront retravaillées, comme il y a eu pour le VTT. On avait les courses de VTT avant, ils partaient pendant 1h30 de temps dans la montagne. Maintenant, c'est des boucles et ce sera un peu le même principe pour le ski alpinisme. On perd un peu l'essence même du ski alpinisme. Ce sera des profils d'athlètes qui seront complètement différents, mais il y aura cette vitrine pour le ski alpinisme. Ouais, les meilleurs skieurs alpinistes actuellement sont dans notre région, hein. Les Valaisans, bien sûr, les Fribourgeois, les Suisses de manière générale, nos voisins français, italiens. Mais finalement, c'est peut-être ça qui chicane un petit peu dans ce format des Jeux Olympiques, puisque ces nations ne seront pas les plus représentées, Yannick. Selon ce que l'on sait, il y aura une répartition équitable du nombre de places pour offrir une plus grande visibilité. C'est un peu frustrant quand on domine la compétition. Alors, le processus de candidature est très strict. C'est 2 athlètes au maximum par pays. Ça veut dire qu'en Suisse, on a 6 athlètes qui ont fait des podiums en sprint. On a 10 athlètes qui sont régulièrement dans les finales des sprints. Et sur ces 10 athlètes hommes, on doit en retenir que 2. Et ce sera difficile. Et même chez les femmes, on a 3-4 femmes qui doivent se battre pour 2 places. Et c'est vrai que c'est dommage parce que quand on a 10 athlètes qui sont dans les top 6 mondiaux sur des sprints et qu'on doit en tenir 2, ça fait un peu mal au cœur en tant qu'entraîneur de perdre les 8 autres. Aurélien, ça pourrait mettre des tensions. Enfin, il y a la compétition toute l'année, même entre Suisses, mais pour vous, c'est une ambition. Alors pour moi personnellement, non, c'est pas spécialement ma tasse de thé, le sprint et les relais. Je suis plutôt sur des autres formats, mais voilà, une compétition, je pense pas. On est tous
on est tous dans une même équipe et voilà, après de toute façon au final ça va être les plus forts qui vont aller et puis voilà. Bon, dans tous les cas, ça accentue la visibilité de votre sport. Après, effectivement, il appartient aux athlètes, aux médias aussi de bien définir qu'est-ce que le ski alpinisme, quelles sont ses valeurs et qu'est-ce qu'ils souhaitent véhiculer. En tout cas, quel que soit votre format et vos préférences, vous inspirez les plus jeunes puisque cette année, c'était un record. Ils étaient 444 entre 10 et 20 ans à participer à la patrouille des jeunes, à la PDJ comme on l'appelle. C'était vendredi à Verbier. Ils ont pu s'élancer sur 4 parcours, dont un parcours découverte simplement pour faire ses premières traces en ski alpinisme. Et autant vous dire que certains sont tombés dedans très jeunes. On va découvrir le reportage avec Canal 9. C'est le futur de la patrouille des glaciers qui s'élance sous nos yeux. Les participants à la 5e patrouille des jeunes n'ont pas économisé leurs forces. Leur entourage a aussi donné de la voix et des conseils. Tous des passionnés du ski alpinisme, de la montagne et surtout de cet esprit de cordée, avec des sportifs inscrits en duo. On n'a pas le droit d'être à 10 mètres d'écart à l'arrivée, puis on doit pas mal s'aider. Il y a beaucoup de monde, mais ça fait beaucoup de plaisir. Et c'est un sport hyper cool. On aime beaucoup la peau de phoque avec mon copain Thibaut. Et puis, parce qu'on a beaucoup aimé la première année. On doit regarder qu'on fait tout vite, alors enlever les pots, mettre les pots. Mais c'est pas trop dur parce que c'est juste 1 heure, 1 heure et demie, alors ça va. Je pense que ça va pas être de tout repos. Ça va juste être une balade, mais ça va être assez cool. J'accompagne mon petit-fils avec son collègue, là. C'est juste super, c'est émouvant parce que moi j'ai fait une patrouille mais pas des glaciers, j'ai fait la Vaillard. Ouf, moi j'ai plein d'émotions. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'efforts aussi et du plaisir entre les sportifs plus aguerris et ceux qui découvrent les joies de la course pour la première fois. Une expérience formatrice. Et à la fin, on devait descendre, mais on avait de nouveau 95 mètres de montée. Du coup, c'était dur. On est quand même content qu'ils soient à l'arrivée, en bonne santé, et puis qu'ils soient contents d'eux. C'était incroyable, il y avait tout le monde qui nous encourageait et il y avait vraiment une bonne ambiance. Côté résultats les plus rapides, les Italiens Leonardo Taufer et Herman Derbertoli sont parcourus les 620 mètres de dénivelé positif en 1h16. Les Suisses ont aussi performé dans les différentes catégories. J'étais vraiment content de faire cette course avec Théo, là. C'est vraiment mon collègue dans le même club. Je savais que ça allait être dur avec lui parce que il va très bien. Puis du coup, on a pu se tirer. Alors vraiment content du résultat à la fin. Juste le dernier bout, il y avait beaucoup de courir. Ça fait quand même mal, mais c'était joli. On est très content de faire le titre champion de Suisse en équipe. Et oui, c'est toujours une belle expérience de le faire avec une bonne copine. Un peu dans le dur là sur la deuxième montée. Heureusement qu'il a pu me tirer en bout. Ça soulage et puis c'était un beau parcours. Les descentes c'était assez poudreux et franchement c'était des conditions assez agréables pour skier aujourd'hui. Il faisait pas trop froid non plus donc ça allait bien. Des bonnes conditions et une participation record pour cette 5e édition avec 444 athlètes. Oui, parce qu'on rappellera que les plus jeunes peuvent s'élancer seulement depuis 18 ans, hein, je crois, depuis Arolla, sur la patrouille entre Arolla et Verbier, seulement depuis 20 ans, depuis Zermatt. Aurélien, vous l'avez gagné, vous, cette PDJ. C'est juste, hein, je vois que vous avez des... Tout à coup, j'avais peur de dire une bêtise. Oui, vous aussi. Non, c'est un montagnard. Comment est-ce que vous êtes tombé dedans et puis qu'est-ce que finalement ça apporte d'avoir ces formats-là? C'est vraiment essentiel pour les plus jeunes. Ouais, alors c'est clair qu'avoir ces formats-là pour les jeunes, pouvoir découvrir la course par équipe au final, puis marcher un peu dans les pas de la grande patrouille des glaciers, c'est quelque chose qui est vraiment important pour les jeunes. Et puis voilà, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand j'étais gamin. Et puis je me suis dit que je voulais toujours faire ça, alors voilà. Daniel, vous êtes vous aussi beaucoup en contact avec les jeunes. Hein. Je crois que vous êtes prof de camp de ski notamment. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce sport auprès des plus jeunes? Il y a de plus en plus d'enthousiasme, on a l'impression. Hein.
Oui, clairement. Alors, je crois que ça suit un petit peu la mode. Bon, j'ai beaucoup œuvré dans le ski de fond. Et c'est vrai qu'on a amené le plaisir avant tout, le jeu, le côté ludique par des petits parcours spéciaux, très nerveux. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure dans le cadre du sprint. Alors, c'est vraiment ce genre d'épreuve-là pour les jeunes qui est tout à fait adapté. En plus, on peut la pratiquer à des altitudes beaucoup plus basses, donc moins dangereux pour les organismes. Il faut quand même penser que, et c'est aussi la raison pour laquelle on évoquait tout à l'heure les âges limites pour participer aux patrouilles des glaciers, c'est tout à fait normal. Donc les jeunes ont besoin d'une attention toute particulière. Évidemment, le matériel, c'est aussi une question. Il n'y a pas forcément du matériel très léger et adapté. Donc, le plaisir est moindre. Alors, il faut vraiment jongler avec ça lorsqu'on encadre ces jeunes pour arriver à les motiver, à leur donner une chance de continuer dans ce sport. Juste, Alain, avant d'aller en direct avec Johan Tachet dans la raquette d'arrivée, une question pour Werner et Déborah, qui avaient vos petites filles qui ont quoi, 3 ans et 8 semaines. Élise, elle a quoi, 3 ans, Déborah, c'est juste? Elle va avoir 3 ans. Est-ce que vous l'avez déjà mise sur des skis? Le ski alpin, oui. Non, on ne va pas la forcer à marcher avec les skis quand même. Pas encore, pas encore. Puis, plaisir avant tout, on ne forcera jamais à la compétition parce qu'on sait que c'est aussi pervers. Et puis, il faut vraiment aimer la compétition, ça doit venir de elle-même. Donc. Bon, dans la famille Marty, on imagine quand même que ça doit couler dans le sang. On se réjouit de voir la petite Élise décrocher ses premières médailles, monter sur ses premiers podiums. Ah oui. En attendant, Alain. Écoutez, on va pas vous mentir que les conditions météo ont perturbé énormément l'organisation, l'armée, mais aussi du coup le dispositif technique. On essaie de vous proposer un maximum d'images de montagne avec les drones. C'est compliqué les relais avec Robin et Florent. Par contre, Johan Tachet, pour vous, on va dire c'est un peu plus facile de vous atteindre parce que vous êtes à 300 mètres d'ici, sur la ligne d'arrivée avec, si je ne m'abuse, une équipe fribourgeoise. J'ai pas envie de commettre d'impair, mais je crois. Oui, c'est ça, hein, c'est le nom de l'équipe qui vous a sûrement mis sur la voie. Alors messieurs, vous êtes la première patrouille suisse à franchir la ligne d'arrivée. Voilà, un peu plus de 4h40 il me semble. C'était comment? C'était difficile la course aujourd'hui? Oui, c'était exigeant au niveau de la température. Les sommets étaient très froids. La neige fraîche était un avantage dans les descentes, mais pas forcément tout le temps dans les parties où on doit glisser, ou le skating, ou les montées. La trace était peut-être pas très bien faite, quoi. On arrive quand même à profiter du moment, de prendre du plaisir lorsqu'on participe à une telle course. Alors jusqu'à Rosa Blanche, c'était vraiment bien. Après, en haut, Rosa Blanche, les mains gelées, c'était un peu plus compliqué. Et puis le dernier bout de montée, un peu dur. Mais sinon, bien, tout bien. Ouais. 4h42, votre chrono, on est satisfait? Avec les conditions du jour, je pense qu'on est les trois satisfaits. Ouais. Bon, vous méritez maintenant d'aller vous réchauffer. Merci Joël Berisville, Eric Lima et Vincent Butica. Donc la première patrouille 100% helvétique qui a franchi la ligne d'arrivée ici à Verbier. Merci Johan, et des propos messieurs quand même, quand on a les premières équipes qui font quand même moins de 6 heures, ce qui reste pour des populaires plutôt acceptable. 4h42 qui nous parle déjà des conditions extrêmes à la Rosa Blanche. On croise les doigts parce qu'il y a 1200 patrouilleurs qui sont sur la trace. Yannick, c'est vrai que c'est des conditions dantesques en termes de température, en termes de stabilité météo. Alors, je ne sais pas si on peut appeler des conditions dantesques, parce que moins 15 en montagne, c'est presque normal. C'est juste qu'on est peut-être plus habitué. Cet hiver, on n'a pas été habitué. Mais je discutais avant avec Marius, il y a 15-20 ans en arrière, la course, elle serait peut-être partie de Zermatt. Et puis maintenant, c'est plus la même chose. Les patrouilleurs sont moins expérimentés qu'à l'époque et on doit faire beaucoup plus attention aussi. Mesdames, messieurs, on fait un petit saut dans le futur, si vous êtes d'accord, en attendant les patrouilleurs ici sur la ligne, parce qu'on est réunis pour la patrouille des glaciers, mais au mois de mars l'année prochaine, je pense que vous avez déjà tous noté dans vos agendas, Yannick Ecker a réussi, avec toute son équipe, à décrocher le championnat du monde, ou les championnats du monde de ski alpiniste. Ça va avoir lieu du 2 au 9 mars, à Mourgin, région du Midi. On a déjà eu un aperçu lors des Coupes du Monde 2022-2023 de ce que vous avez été capable de proposer aux athlètes. Tout le monde était unanime sur la qualité du spectacle. Werner, c'est coché dans l'agenda. C'est un rendez-vous, clairement, Aurélia, Déborah, que vous avez noté. On attend une razzia style Crans-Montana 87.
Oui, la razzia, j'espère, mais par contre, moi, je serais plutôt pour garder les deux petits parce que moi, je suis un peu ma retraite en Coupe du Monde. Et puis c'est Ça donne pas Déborah envie qui... de crocher une année. Non, même si c'est à Morja, mais Chacun ça donnait son envie tour, quand hein. même. Et ça sera le temps à Déborah, ouais. Alors Déborah, la pression est mise là, en direct, devant des centaines de milliers de spectateurs. C'est Ça terrible. va. La pression, je la mets moi-même, mais c'est bien d'avoir le support de son mari, en tout cas pour manager tout ce qui est vie familiale et vie sportive. Donc je me réjouis de faire mon retour et puis bien travailler cet été pour revenir en mars au plus haut niveau. Ça consiste en quoi la préparation d'une skieuse alpiniste pendant l'été? Qu'est-ce que vous faites quand il n'y a pas de neige? De la course pour ma part et du vélo surtout. Donc là, moi j'ai une préparation un peu différente aussi parce que j'ai une réathlétisation après la grossesse. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est pas anodin une grossesse et puis du coup là je me laisse le temps jusqu'à juin avant de reprendre un entraînement un peu plus intensif. Surtout avec les petites qui grandissent, ça devient un peu plus facile. Ouais, bravo pour ça. En tout cas, Daniel Ediger, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de trailers qui s'essayent à la patrouille des glaciers. Est-ce qu'on a une explication? Je pense que c'est cette envie de l'effort. C'est vrai que l'effort long, très très long même, est devenu à la mode. On le voit chaque année, on le voit quand il y a les inscriptions qui s'ouvrent à Cerzinal, on le voit sur les grands trails, l'UTMB par exemple également. Donc il y a vraiment toute une catégorie de la population qui a envie de se challenger, d'aller un petit peu chercher ses limites. Et c'est vrai qu'avec des organisations aussi bien rodées, aussi sécures, quand la course peut se dérouler, eh bien, on a l'occasion d'aller vivre des expériences assez exceptionnelles. Est-ce qu'un bon trailer fait automatiquement un bon skieur alpiniste? Ah, je ne pense pas, non. Effectivement, la condition de base, c'est important, mais le ski alpiniste nécessite une technique, je dirais même plus développée, d'autres qualités que d'aller skier sur une piste de ski alpin normal. Donc, non, il faut se préparer avec soin et avec beaucoup de rigueur. Aurélien, c'est quoi le menu pour vous en été? Vous qui êtes au pied des montagnes? Ouais, alors moi ça va être là faire une petite pause après la saison, puis là reprendre les bases, refaire pas mal de volume pour préparer la saison prochaine, aussi de la force et tout ça. Et puis voilà, c'est clair qu'avec les championnats du monde là, en milieu de saison, ça va vraiment être quelque chose, un grand objectif quoi. Ça change un peu la préparation quand on se fixe les challenges, non pas la patrouille des glaciers en fin de saison, mais pour typiquement cet événement qui se déroulera à quelques kilomètres de chez vous. Oui, alors c'est clair qu'on va prévoir, quand on va faire notre calendrier de la saison, on va prévoir le pic de forme un peu plus au mois de début mars justement pour cet événement. Alors voilà. Werner, un mot également à votre sujet sur le futur. Vous l'avez dit, vous prenez votre retraite en Coupe du Monde. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on ne vous reverra plus sur la patrouille des glaciers? Non, ça, certainement pas. Je sais pas encore. Je vais continuer un peu l'été justement au trail. Je vais mettre un peu plus au trail. Et puis l'hiver, je laisse un peu passer le temps et puis on verra. Mais c'est sûr que sur les Coupes du Monde, vous ne me verrez plus. Un mot avec Yannick. Un mot avec Yannick quand même. Cette organisation, Yannick, il faut nous en parler. Vous êtes déjà à l'œuvre. Dévoilez-nous un peu les secrets de fabrication d'un championnat du monde dans ce terrain de jeu magnifique que sont la région des Dents du Midi. Alors c'est clair que tout a commencé quand on a reçu le feu vert de l'ISMF avec les dates qui ont été bloquées. Après c'est tard, hein, on reçoit une année à l'avance. On aurait préféré avoir ça 2 ans à l'avance pour pouvoir peut-être avoir l'armée qui vient nous donner un coup de main, la protection civile. Peut-être qu'ils seront aussi présents, mais c'est une grosse préparation, c'est beaucoup de jobs, c'est des demandes d'autorisation pour les parcours. On doit passer par tous les services cantonaux pour avoir les autorisations. Pour l'instant, ça suit son cours, ça va bien, ça va dans le bon sens. Et après, ce sera le travail sur le terrain avec une centaine de bénévoles pour la course par équipe. Il faut 100 bénévoles pour travailler sur le parcours. Combien de courses seront au programme? Faites-nous envie. Là, il y aura toutes les disciplines qui seront présentes sur ce championnat du monde. Alors oui, on va avoir les 5 disciplines du ski alpinisme. Ça veut dire qu'il y aura le relais mixte. En fait, maintenant, c'est devenu relais mixte parce que c'est une discipline olympique, suivi d'une verticale, une journée de repos, la course sprint, la course individuelle et la course par équipe à la suite. C'est vrai que l'année prochaine, le calendrier sera très dense. Il y aura beaucoup de Coupes du Monde, plus que d'habitude. Et après, il y aura aussi la Pierramenta, qui sont des courses importantes pour les coureurs. Oui, la Pierramenta, c'est un peu comme les grands chelems au tennis avec le Tour du Rutan.
Ça déborde sur la France ou vous arrivez à dessiner tous les parcours aux environs? Le centre névralgique, ce sera Morgin, c'est ça? Alors exactement, les courses vont être dans la région d'Ennui-Midi, j'insiste là-dessus parce qu'on va toucher les Creusets, on va toucher Champoussin, on va toucher Morgin. Ça veut dire que le but c'est de faire profiter toute la destination de ces Coupes du Monde, de ces Championnats du Monde. Et c'est pas prévu d'aller sur France pour les courses, mais certaines équipes vont probablement loger sur Châtel parce que c'est aussi proche et peut-être moins cher pour eux. En tout cas, un énorme merci à vous trois de nous avoir accompagnés ce matin, d'avoir aussi mis ce sport en évidence. Et puis à 2026 pour Aurélien en mode élite et en mode plus funny pour Werner. Yannick, par contre, la PDG, c'est plus à l'ordre du jour pour vous? D'autres occupations? On est passé dans la sphère organisateur? Non, je suis un peu partout. Plus trop l'âme coureur, j'ai plus trop la motivation de faire des courses. Je suis plutôt entraîneur, faire les courses, organisateur. Mais je pense que je reviendrai à la patrouille. Je n'ai pas encore fait ma demande officielle, mais j'aimerais bien revenir en 2030 avec Florent et Martine, 20 ans après notre victoire. J'aimerais bien revenir avec eux pour refranchir la ligne d'arrivée 20 ans après. Et peut-être plus tard avec ma fille, parce qu'elle m'a déjà demandé de faire de la peau de phoque. Cet hiver, je lui ai pris des skis de fond, je lui ai mis des peaux de phoque dessous pour avoir du matériel léger, parce que généralement, le matériel de ski alpinisme est un peu lourd encore. Et elle a quel âge? Elle a 6 ans. Très jolie. C'est vrai que la patrouille des glaciers, c'est aussi souvent des histoires de famille. On l'a vu dans notamment les patrouilles au départ d'Arola ce matin. On voit les mêmes noms de famille, on voit une génération de différence. Messieurs, vous avez eu l'occasion de la faire avec votre papa, votre enfant? Qui? Daniel? Alors voilà, donc je crois que les parcours sont un peu similaires parce qu'en 2008, on l'a refait avec les trois collègues. Joli. On avait gagné en 88. Parce qu'on garde ce lien, finalement. On vit une patrouille des glaciers avec une cordée et finalement, il y a quelque chose qui reste pour toujours. Clairement, je l'avais déjà dit, je crois, il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça représente une victoire? C'est pas une médaille, mais c'est des amis pour la vie. Ça, c'est clair et net. Donc, on est resté vraiment très, très liés. Donc, on l'avait refaite. Et puis, celle de 2010, je devais la faire avec mes 2 fils. Il y en a un qui s'est blessé. Voilà. Candide Pralon l'avait remplacé. Mais c'est vrai que le prétexte est souvent celui de créer quelque chose en famille. Des jolies histoires. On prend note en tout cas, Yannick. 2030, c'est noté dans l'agenda. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau, messieurs. Bonne suite à vous, bonne fin de saison. Profitez un petit peu du repos. Et tout est dans leur regard. Merci, bon dimanche, messieurs. Jessica nous appelle quelque part au milieu de Verbier. On vous rejoint immédiatement, Jessica. Oui, alors vous avez parlé de belles histoires. C'est vrai que la patrouille des glaciers, c'est beaucoup de belles histoires. C'est aussi des histoires de famille et même chez les militaires, puisque là, je suis avec un père et son fils qui participent à la préparation de la patrouille. Donc Jean-Marc, vous, c'est la 14e édition. Benoît, la 7e. Alors Jean-Marc, je crois que vous ne faites pas de peau de phoque, mais vous êtes là quand même pour la 14e fois. Effectivement, je ne fais pas de peau de phoque, mais la motivation de la montagne et l'esprit de corbeille est toujours là, ce qui fait que c'est un plaisir de participer. Vous, Benoît, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre votre papa? Enfant, je le voyais partir faire du service militaire. Donc, quand j'ai parti au recrutement, j'ai voulu, comme mon papa, grader rapidement. Et puis, par la suite, j'ai eu la chance, depuis maintenant 14 ans, de pouvoir faire service avec lui. Je crois que c'est un rêve d'enfant et une chance unique. C'est très rare que ça nous arrive. Et du coup, de pouvoir être ici avec son père, pour les patrouilleurs, pour la patrouille des glaciers, c'est juste que de la magie. Ça se passe bien? C'est magnifique. C'est magnifique. Je reviens chaque fois, donc ça se passe très très bien. Jean-Marc, 14e édition, est-ce que vous avez eu des galères pendant ces 14 éditions? Alors il y a eu des galères, il y a eu beaucoup d'exercices pompiers. Je crois que le moment le plus paniquant, c'était quand il a fallu démonter rapidement l'arrivée et tenir les tentes quand un hélicoptère de la presse a voulu prendre des photos d'un peu plus près que d'habitude. Et puis votre meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, on peut parler de demande de mariage sur la ligne d'arrivée, du sourire éclatant de Pippa Middleton quand elle est arrivée à Verbier. Ça, c'était quelque chose. Exactement. Et puis les meilleurs souvenirs, c'est de voir, non pas les premiers, mais les derniers qui arrivent, qui ont galéré toute la nuit dans la montagne, qui sont contents d'arriver à Verbier et qui n'attendent plus qu'un moment, c'est d'aller à la fourrière et boire une bière. Et vous, Benoît, c'est aussi un peu le même style de souvenir? Absolument, absolument. Que ce soit dans les préparations ou dans l'arrivée des patrouilleurs, c'est des souvenirs qui sont très forts. Bon, avoir tous ces patrouilleurs qui arrivent avec la fatigue, mais des étoiles dans les yeux,
ça donne envie de se lever et puis d'organiser tout ce qu'on fait ici, tout ce que les 1600 militaires mettent en place pour accueillir ces patrouilleurs. Et puis, cette année, vous êtes même venu avec le chien. Oh, c'est sa deuxième déjà, donc c'est sa deuxième édition. Je suis donc le chef de la ligne d'arrivée. J'accueille les patrouilleurs en bas, plus bas, et Rio qui est avec nous chaque fois. Depuis la deuxième édition, il les accueille avec grand plaisir aussi. Merci messieurs, alors je crois que vous avez encore un peu de travail. Hein. Voilà. Alors merci d'avoir été avec nous et puis je vous souhaite encore une bonne patrouille des glaciers. Merci beaucoup. En tout cas, le plaisir de voir les gens ici, les gens souriants, les patrouilleurs arrivent et avec un sourire éclatant. C'est ça qui nous retient ici. Parce que le monde est en train d'arriver. Merci beaucoup messieurs, merci. Merci beaucoup, merci Jessica, merci messieurs. On va prendre un petit peu d'altitude tout de suite. On a déjà froid à Verbier, on n'ose pas imaginer ce que c'est à Rosablanche où Florent May nous attend. Les filles sont en train d'arriver, me dit-on. Florent, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous confirmez? Des glaciers. Merci beaucoup. En tout cas, le plaisir de voir les gens ici. Alors, je ne sais pas si Florent est à l'antenne. Moi, ce que je peux vous confirmer, c'est que Caroline Ulrich et ses coéquipières sont dans la montée de la Rosa Blanche. Je vous avouerai que il me semble reconnaître. Florent, vous nous entendez à vous? Est-ce que c'est Caroline Ulrich et son équipe qui passent vers vous? Oui, Alain, Elodie, je vous entends toujours ici au sommet du couloir de la Rosa Blanche. Alors, on n'a pas encore les Suissesses en vue avec maintenant les patrouilles qui s'enchaînent ici au sommet du couloir avec toujours ces conditions de froid. Yannick Ecker le disait tout à l'heure, moins 15 c'est normal en hiver, mais peut-être pas un 20 avril avec ce week-end qui est le plus froid de cet hiver. Et puis on le voit, les patrouilleurs qui sont bien habillés, qui ont suivi les instructions. Il y a peu de gens avec des collants, tous ont le gros pantalon. Et puis vous l'avez dit, les Suissesses qui devraient être dans ces 1300 marches de la Rosa Blanche. Alors on va essayer d'avoir l'œil aiguisé. Regardez assez loin, on voit le couloir en deux parties puisque ce couloir de la Rosa Blanche, il y a une sorte de petit virage au milieu. Il y a deux parties pour ces 300 mètres de dénivelé. J'imagine qu'Alain, ça lui rappelle quelques souvenirs en 2018 avec des conditions qui n'étaient pas les mêmes. On était au chaud ici, au sommet du couloir. Et puis ce couloir aussi, d'habitude, qui est à guichet fermé avec les supporters. Et puis là, il y a quelques courageux, mais en tout cas, l'ambiance y est. Tout le monde encourage les patrouilleurs. Même les militaires, ils vont de leur encouragement ici sur le sommet de cette course. Cette édition 2024 avec la course A2 qui arrive. Voilà, avec le sourire, on va tenter une petite interview, monsieur, on est en direct. Voilà, comment ça se passe? Des conditions difficiles, le froid. Froid, mais ça va bien. Ouais. Poudreux, pour les pots de phoque, c'est un peu limite. Voilà, il n'a pas envie de traîner. Verbier est en vue pour ce patrouilleur et puis les patrouilles qui continuent à s'enchaîner dans cette magnifique trace de la Rosa Blanche avec les marches qui ont été refaites pendant toute la semaine par les militaires ici. Un gros travail puisqu'il y a eu des chutes de neige, on continue sur cette semaine. Et puis on va être attentif avec l'arrivée des Suissesses qui devraient arriver tout soudain ici à plus de 3100 mètres d'altitude à la Rosa Blanche. Elles sont passées à 8h25 à la Barme, Florent. Elles sont dans la montée du couloir des Éculets. Probablement qu'elles doivent attaquer les marches. Elodie, c'est magique. Je vous invite vraiment une fois dans votre vie à monter ces 1000 marches de la Rosa Blanche. Et en plus, ça va vous faire plaisir. Normalement, on a une corde de gruyériens. Cette année, malheureusement, ils ne sont pas là, qui mettent une ambiance de fou. Daniel et Déborah. Et surtout, c'est un peu l'endroit où on pique-nique, les populaires. On a des amis avec de la viande séchée, du fromage. Et c'est vrai que ça manque un peu quand même dans cette édition, Daniel et Déborah. Oui, clairement. Alors voilà, les conditions sont ce qu'elles sont. Mais c'est sûr que d'habitude, c'est la grande fête. Le corps des Alpes, les familles, les amis, tout le monde est là. Voilà, c'est un petit plus lorsqu'on est en course. Il y a ces 1000 marches creusées et déneigées jour après jour par les militaires qui ont logé sur place, Alain, qui ont fait un travail fantastique dans la tempête avec des tentes qui se sont parfois envolées, des chauffages qui sont parfois tombés en panne. Ils ont été extraordinaires, il faut vraiment saluer ce travail gigantesque sur 300 mètres de dénivelé, la pente sur laquelle il y a ces 1000
marches. Donc c'est vraiment pas rien. Une fois qu'on a fait ça, Déborah, une fois qu'on arrive au sommet là, on a fait le plus dur, il n'y a plus qu'à laisser glisser, on peut dire ça ou pas du tout? Oui, on peut dire ça. Il y a encore ces petites montées de la chaux qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, hein, parce qu'il faut quand même en avoir un peu dans les jambes encore. Mais c'est vrai que le plus dur est fait. Et puis on sait qu'après, il y a le petit skating et la descente à Verbier. Et puis c'est que du bonheur. C'est au mental. Bah, moi, j'ai pas autant d'expérience qu'eux, mais je suis justement le néophyte qui l'a fait une fois. Quand on arrive à Rosa Blanche, on dit, on sent l'écurie, c'est le mental. C'est vrai que le col de la Chaux, on a tendance à l'ignorer. Mais on est déjà à Verbier, on est d'accord, Daniel. On n'a qu'une envie, c'est la boisson, peu importe laquelle, qui nous attend sur la ligne d'arrivée. Voilà, c'est clair. Et puis après, pour les meilleurs, il y a toujours ce petit stress de ne pas aller casser du matériel et des petites choses comme ça qui peuvent quand même toujours arriver. Mais c'est vrai que lorsqu'on bascule de la Rosa Blanche, on a fait le gros bout. C'est vrai qu'une patrouille des glaciers généralement ne ressemble pas à une édition précédente. Florent May faisait référence à 2018, Alain Rohrbach. Pourquoi? Parce que vous l'avez faite ensemble, cette patrouille des glaciers. La petite, celle entre Arolla et Zermatt. Je sais que les puristes n'apprécient pas qu'on dise la petite. C'est la patrouille des glaciers au départ d'Arolla. Mais pour la remporter, comme vous, Déborah, comme vous, Daniel, il faut vraiment qu'il y ait énormément de facteurs soient réunis le jour J. Il y a la météo bien sûr, mais tout ça tient à finalement pas grand chose pour que les trois athlètes soient en forme et gagner au final. Bon, peut-être je commence parce que on l'a gagné en 88. C'est plus ancien, c'est vrai, vous avez le droit d'aînesse. C'est plus ancien et c'est vrai que ce n'était pas une science exacte. Il y a plusieurs paramètres. Moi, je pense qu'il y a 3 paramètres principaux qui ont changé sur la PDG, qui l'ont fait évoluer. D'abord, c'est la composition des équipes. En 84, c'est 3 frères, les frères Salamin, donc c'est une famille. Nous, après, on s'est présenté à plusieurs reprises sur plusieurs éditions. On était 3 copains qui habitaient dans un rayon de 6-7 km. On travaille ensemble. Et puis aujourd'hui, on voit que il y a un Bernois, un Fribourgeois, un Valaisan, il y a des équipes internationales. Donc forcément, c'est déjà un premier critère qui fait que cette patrouille des glaciers monte en force pour trouver les athlètes les plus homogènes possibles. Parce que c'est ça qui est très important dans une PDG. On l'a entendu tout à l'heure avec Aurélien qui a été pris en charge, encadré par ses camarades. Mais c'est vrai que c'est l'homogénéité qui va garantir le succès. Le deuxième point, c'est le matériel qui a évolué. On l'a aussi évoqué avec Marius Zorbir qui est revenu sur cette petite anecdote où il est vrai qu'en 88, quand on gagne, on a profité de planter un petit pain au commandement de la course pour dire ça. Vous devez nous expliquer ça. Tenue de pompier. Oui, c'est vrai qu'on courait en tenue blanche avec un tricot. Parce que c'était le règlement, avec encore un sac militaire et des bretelles en cuir. Et voilà, et on se battait contre des patrouilles civiles qui étaient avec un matériel beaucoup plus performant. Bref, lorsqu'on fait deuxième, on peut pas trop se plaindre. On vous interrompt juste un instant, Daniel, pardon, voilà. parce que vous le découvrez sur ces images. Les filles sont au sommet de la Rosa Blanche. Effectivement, avec Tibet Design, Alessandra Schmidt et Caroline Ulrich, qui, vu ces conditions dantesques, Déborah, parce qu'il faut aussi l'expliquer à nos élites, tout le long du lac des 10. Alors nous, les populaires, on met les pots et on fait comme on peut pour arriver à la Barma le moins exténué. Mais les élites, vous, en principe, vous sortez des traces et vous passez tout ce long barrage en skating, ce qui vous fait gagner énormément de temps. Franchement, avec la poudreuse qui est tombée ces derniers jours, c'était juste impossible de le faire aujourd'hui. Ouais, je me demande en fait, c'est la question que j'ai envie de poser à Caroline et à Tibet et à Alessandra, de voir comment était ce plat des 10. Ça aurait été intéressant d'avoir des images aussi du skating, mais c'est vrai que ça dépend des années aussi. On a eu des années où il y avait des avalanches qui étaient tombées, donc il fallait les contourner, donc ça ralentit énormément. Et là, il y a une semaine, c'était bien béton, ça passait vraiment super bien. Et puis là, avec cette poudreuse des 40 cm, je pense que ça doit être bien plus compliqué à skater dedans. Elles sont à 2h42 de course. On dit qu'il faut un petit peu moins d'une heure aux patrouilles les plus performantes. 3h32, 2h42, ça leur laisse 50 minutes. Daniel, c'est jouable? Alors oui, c'est à peu près les temps qu'elles vont mettre, ça c'est sûr. Donc oui, c'est jouable. Bon, Déborah, il y a encore un peu de suspense. On attend ça. Bon, de toute façon, les records sont de toujours cette édition. faits pour être battus.